Salutations distinguées, Madame, Monsieur, bienvenue à ce 1e numéro de Point d'Actu, ce magazine qui vous fait découvrir des grandes personnalités dans différents domaines. Nous sommes dans la province du Congo central. Évidemment, c'est un sujet qui fait débat, polémique dans plusieurs plateformes, même dans les souches sociales. Mais c'est un domaine très technique. Alors, il fallait quand même, face à ce domaine technique, avoir un technocrate en face de nous. Dans ce numéro, on reçoit M. Eric Lubamba. Il est le responsable de la cellule provinciale de gestion de projets et passation de marché du Congo central. Et bienvenue, M. Eric. Merci beaucoup. Bonjour. Voilà. Ce numéro nous oblige à nous consacrer sur comment la province fait en face des grands projets d'infrastructure, projets de construction. Qu'est-ce qui se passe dans ce qu'on appelle le projet passation de marché? D'abord, cette cellule, elle a quelle mission? La cellule que vous gérez. Merci beaucoup. Je crois que déjà c'est un honneur pour nous de vous recevoir chez nous. Et vous savez qu'il est toujours important, lorsque l'actualité urge, de pouvoir communiquer. Alors, comme vous l'avez dit, nous sommes la cellule provinciale en gestion et passation de marché, la CGPMP en cycle, et nous avons un certain nombre d'émissions. Mais pour mieux circonscrire les choses, je vais d'abord vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. En réalité, depuis 2010, il a plu au législateur de pouvoir réorganiser un peu tout ce qui est marché public. Parce que l'idée, c'était pour accéder à la commande publique. À l'époque, on faisait ce qu'on appelait l'adjudication. Vous venez, c'était vraiment, comme on dit, un désordre. Et les législateurs avaient pensé qu'il fallait réorganiser les secteurs. Et donc, face à cela, il est né plusieurs structures. La première structure, c'était l'ARMP, l'autorité des régulations des marchés publics. Et je crois que vous aurez l'occasion de pouvoir visiter. C'est une grande structure parce que c'est cette structure qui régule le marché. Donc, tous les documents que nous utilisons, ces documents sont validés par l'ARMP, qui est l'autorité des régulations des marchés. La deuxième structure, vous aurez aussi l'occasion de pouvoir discuter avec les directeurs provinciaux, c'est la DPSMP. C'est la structure qui s'occupe du contrôle, dans la division provinciale de contrôle de marché public. Cette structure, c'est la structure qui valide lorsque nous, puisqu'on va en parler, nous préparons tout ce qui est contrat par rapport à l'autorité contractante. C'est la structure qui donne, vous avez déjà entendu parler des avis de non-objection. Et c'est cette structure-là qui valide pour voir est-ce qu'on a respecté le norme. Et enfin, c'est nous. Alors, au Congo central, nous sommes là. La structure est née par arrêté provincial depuis 2013. Et la structure, c'est une structure pilote. Donc, la cellule, c'est une cellule qui se déporte. Lorsqu'il y a un marché dans un ministère donné, la cellule accompagne ce ministère. Et n'oubliez pas, nous évoluons avec un édit. L'édit de marché public. Et dans cet édit, il est clair, il est défini que les ministres sont les autorités contractantes, c'est-à-dire les patrons des marchés. Et nous venons dans ce cadre-là. Voilà. Quand il s'agit de faire un bâtiment, il s'agit du ministre des Travaux publics. Donc, en ce moment, c'est le ministre des Travaux publics qui est l'autorité contractante qui signe le marché. Alors, comment est-ce que nous évoluons? La première chose, lorsque le budget est promulgué par le gouverneur de province, nous y saisissons de ces budgets parce que dans les budgets, on définit tout le projet d'investissement qui sont dans le budget.
Et nous établissons un document qu'on appelle PPM, les plans de passation de marché public. Et c'est là où nous faisons une photographie de tout le projet de la province. Nous passons ministère par ministère. Lorsque nous voyons, nous regardons, par exemple, les ministères de la Santé. Quels sont les projets que l'Assemblée avait validés? Et nous prenons ça, nous faisons un tableau de bord en faisant des projections. Est-ce que le montant repris, ça peut être un appel d'offres? Un appel d'offres, c'est-à-dire on met en compétition élargie. Est-ce que ça peut être une demande de cotation lorsque le montant est assez réduit? Ou ça peut être un gré à gré? Ça dépend. Les gré à gré, souvent, là, c'est une exception. Il s'agit d'une urgence. Et c'est nous qui pilotons, nous accompagnons l'autorité contractante. Et là, jusqu'au niveau de la promulgation par le gouverneur de province, et lorsque le prestataire est notifié, les marchés prennent cours. Voilà un peu le rôle que nous jouons ici. Donc, vous identifiez les projets, vous définissez également la spécification de chaque projet. Comment vous arrivez à évaluer, quand vous évaluez le projet, qu'est-ce qui suit après? Normalement, il s'agit de l'autorité contractante. Quand je parle de l'autorité contractante, par exemple, les cas des ministres d'ITP, prenons l'exemple, les ministres des ITP ont un certain nombre de projets. Mais la première chose, lorsque le ministre se retrouve en conseil des ministres, on étale un besoin. La première chose, on voit la trésorerie de la province. Parce qu'avant de lancer un marché, en principe, il faut être à mesure que ce marché sera financé. Lorsque les ministres des Finances et les ministres des Budgets se mettent ensemble et disent, bon, pour tel marché, nous pouvons financer, la décision est prise, les ministres des ITP, les cas échéants pour une construction donnée, nous appellent autour de lui pour commencer à faire une évaluation. Il y a certains marchés dont les études sont disponibles. Si les études ne sont pas disponibles, vous devez prendre des dispositions pour lancer des études. Il y a toutes ces étapes-là qui sont respectées, surtout lorsqu'il s'agit d'un marché que vous devez lancer des appels d'offres. Donc voilà un peu. Et ça, c'est vraiment une commission qui est créée autour de l'autorité contractante qui est le ministre. Et c'est sur base de ça que nous pilotons les différents marchés jusqu'au paiement. Mais vous devez faire la différence ici. Il y a des projets qui relèvent directement de la province. Mais il y a des projets qui relèvent de ce qu'on appelle la loi des finances. La loi des finances, en fait, ce sont nos 40%. Tous ces 40%, les efforts faits par les enfants du Congo central, cela relève dans les investissements dont la promulgation est faite par les chefs de l'État. Alors, ces projets-là, normalement, c'est qui est payé au niveau de Kinshasa. Mais il faut dire qu'à ce jour, nous avons des difficultés pour accéder, mais des efforts sont faits par rapport à cela. Alors, on parle de la rétrocession. Oui, au niveau de la rétrocession qui vient, mais ça c'est du côté investissement. Oui. Du côté investissement. Alors du côté, ça ce sont nos ressources propres, c'est dont je parle ici avec nos autorités contractantes, nous évoluons comme ça. Alors, quand vous êtes à ce niveau de l'identification, la spécification des techniques des travaux, tout ça, à ce niveau, l'autorité provinciale, qui est le patron de la province, il joue quel rôle à ce stade ici? Il n'en est pour rien, puisqu'il est représenté par son ministre des tutelles, ou lui aussi a une part de responsabilité déjà à l'entrée, à ce niveau du début, quoi. En réalité, le patron d'un marché, c'est l'autorité contractante qui est le ministre, les cas échéants. Mais en tant qu'autorité provinciale, c'est normal au niveau peut-être de trouver des moyens pour financer un projet, il a un avis à donner. Mais au départ, l'autorité n'influe pas dans les différentes étapes du projet lorsqu'il est enclenché. L'autorité contractante et l'autorité provinciale arrivent quand?
C'est-à-dire, lorsque le ministre, les cas échéants, nous passons toutes les étapes possibles, lorsque le ministre, le contrat est signé, parce que c'est le ministre qui signe le contrat, ce n'est pas le gouverneur de province. Lorsque le ministre signe le contrat avec les prestataires ou l'entreprise qui gagne le marché, l'entrepreneur, ces contrats, pour qu'il y ait un caractère définitif, le contrat est amené maintenant auprès de l'autorité provinciale qui approuve le contrat. Et normalement, l'autorité a 7 jours. Vous avez suivi les débats avec Moutamba. Il s'est caché, entre guillemets, autour de cela. C'est-à-dire, lorsqu'on avait signé le contrat, il a envoyé à la première ministre. Après 7 jours, il a estimé que le contrat était valide, mais seulement anticipativement, il n'a pu pas respecter un certain nombre de procédures. Et donc, lorsque le contrat arrive auprès du gouverneur, après toutes les étapes possibles, avec la responsabilité de l'autorité contractante, les gouverneurs approuvent le contrat et le contrat revient auprès du ministre pour notifier. Voilà un peu la grande responsabilité du gouverneur au niveau de l'approbation du contrat. Alors, on parle gestion de projet et passation de marché. Il y a des termes qui circulent sur les lèvres des communs mortels, marché gré à gré, marché appel d'offres. Aujourd'hui, puisque nous sommes devant vous, un technocrate, il faudrait quand même nous définir la différenciation qui existe entre marché gré à gré et marché passation de marché. C'est quoi le marché gré à gré et comment ça s'effectue? Merci beaucoup. Ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, quand on parle de marché, pour les législateurs, on fait allusion à un appel d'offres. Parce que l'idée du législateur, c'était de mettre en compétition. C'est ce qu'on appelle un appel d'offres. Alors, l'appel d'offres peut être ouvert, c'est-à-dire, vous lancez un appel d'offres, ceux qui se sentent capables viennent compétir, souscrire, tout ça, mais vous définissez par rapport au cahier, nous faisons ce qu'on appelle un cahier de charges, on met à la différence et on appelle ça les DAO. Vous établissez un document qu'on appelle DAO et c'est ces documents qu'on met à la disposition de ceux qui veulent acheter. Ça s'appelle un cahier de charges. Et là, si vous voulez faire un bâtiment à 2 étages, ils verront dans ces cahiers de charges, il faut un bâtiment à 2 étages de 6 mètres. Nous voulons des tôles parce qu'il faut donner la chance à tout le monde et la même compréhension. Sinon, certains vont faire des bâtiments à 2 niveaux, d'autres à 3 niveaux. Et ça, c'est l'appel d'offres. Mais cet appel d'offres peut aussi être un appel d'offres restreint. Dans les cas où vous pouvez vous dire, et la loi autorise, vous voulez acheter, c'est un exemple, des véhicules, mais vous ne consultez que ceux qui sont spécialisés que dans des véhicules. C'est un exemple. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'exception au marché, c'est les gré à gré, l'entente directe. Et la loi prévoit, en dehors des appels d'offres, il est possible, et c'est prévu par la loi, les gré à gré, qu'on appelle entente directe, mais cela est défini à l'article 42 de la loi des marchés publics et on donne des conditions. Je peux vous donner quelques conditions. Par exemple, on dit, vous ne pouvez passer un gré à gré dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou des forces majeures. Je vous donne un exemple. Nous sommes ici, on apprend, on dit au gouverneur de province, les ponts Pozo viennent de s'affaisser. Et donc, si cela relève directement de la responsabilité de la province, normalement, un marché se crée directement. On a eu un cas d'un dossier que vous connaissez, le dossier de l'Assemblée provinciale. En réalité, ce dossier a été programmé. Mais à partir du moment où il y a une alerte qui est donnée, et cette alerte est donnée par la division provinciale, par un rapport de fissure et de la responsabilité du gouvernement provincial,
Il fallait anticiper. Et c'était cette anticipation qui a motivé qu'on puisse directement enclencher ces dossiers. Et la loi dit ceci, lorsqu'on fait un marché de gré à gré, là, l'autorité contractante choisit directement le prestataire, mais le prestataire doit remplir toutes les conditions. Ce n'est pas parce qu'on choisit un prestataire, vous prenez n'importe qui. Il faut un prestataire spécialisé à la matière donnée. Donc voilà un peu. Dans le gré à gré, quand on apprend qu'il y a un marché de gré à gré, c'est-à-dire, là on parle d'une urgence, c'est-à-dire c'est un marché qui nécessite une intervention urgente. Voilà. En ce moment-là, il faut y aller un peu avec une vitesse un peu... Tout à fait. Dans ces cas, on dit urgent, c'est-à-dire là, il faut directement enclencher ces marchés. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions, et je vais vous donner une des conditions. Lorsque on peut avoir des cas où vous avez suivi, il y a un produit qu'on avait appelé à l'époque Manadia, c'est un exemple. On dit que c'était le seul qui avait une spécialité en ce domaine-là. Dans cette période de traiter la malaria, si effectivement il y avait une urgence des cas d'épidémie, c'est un exemple, on pouvait directement recourir à ces produits. Il y a des cas où il y a certains qui ont une spécialité, qui ont des licences dans des domaines donnés. Et eux seuls ont cette licence-là. On peut avoir un besoin donné et directement on recourt. Alors il y a des marchés qui échappent à l'appel d'offres, tout ce qui est marché lié à la sécurité. Achat d'armes, tout ça. Là, ce sont des marchés qui ne suivent pas la norme telle que de marché, de procédure. Alors, quand vous faites par exemple appel à la concurrence, quelles sont les conditions? Là, vous avez tout le temps. Vous voudrez avoir un contractant capable à la hauteur de vous rendre des résultats escomptés. Quelles sont les conditions que l'on mette en avant-plan quand il s'agit de la concurrence? D'abord, il ne s'agit pas seulement de la concurrence. Et c'est ce que nous conseillons à ceux qui veulent devenir entrepreneurs, surtout chez nous, au Congo central ou ailleurs. Aujourd'hui, il y a des facilités avec les guichets uniques. Donc, pour créer une entreprise, et aujourd'hui, de plus en plus, comme vous voyez, l'inspection générale des finances, qui généralement nous visite, l'inspection, donc, vous devez avoir votre numéro impôt. Ça, c'est vraiment quelque chose, parce que c'est lui qui aspire à la commande publique, doit payer ses taxes. Exact. Votre numéro impôt à jour, l'identification nationale, normalement, l'IGF insiste surtout sur tout ce qui est paiement, que ce soit les hyper, que ce soit au niveau de la TVA. Ça, c'est au niveau administratif, tout ce qui est document. Et c'est normal, vous avez un statut. Une entreprise doit avoir un statut, parce que dans les statuts, on doit savoir qui représente l'entreprise. Parce que souvent, il y a des conflits. Il y a quelqu'un qui vient gagner un marché, signe, mais c'est pas... Et lorsqu'il y a un paiement, le conflit surgit. Non, détournement. Donc, il faut faire très attention. Après, la deuxième étape, c'est l'expérience. Il faut quand même que vous ayez un minimum ou de l'expérience dans un domaine donné lorsque vous voulez postuler à quelque chose. Mais l'expérience aussi, vous pouvez faire ce qu'on appelle des joint ventures, comme on dit, des associations. C'est permis par la loi. Moi, je suis fort pour faire du pain. L'autre là, il est fort pour puiser de l'eau. Nous nous mettons ensemble pour faire le pain. Justement, ça m'a tiqué parce que je voudrais savoir ici. Et moi, je suis un bailleur de fonds. Je crée une entreprise qui à peine vient de commencer, mais sur le plan technique, je suis au point. Mais peut-être je manque l'expérience. Quand vous êtes devant ces cas, comment vous faites pour accepter une entreprise qui est au point sur le plan des normes, mais qui n'a pas d'expérience? Ce que je dis, généralement, c'est que nous recommandons, vous devez vous mettre en association. Et c'est ce que souvent... Alors, souvent, les gens n'ont pas cette information. Lorsqu'on voit une entreprise donnée, certains crient
sans pouvoir vérifier, mais généralement, ces entreprises recourent à l'expérience d'autres entreprises et postulent ensemble pour pouvoir gagner le marché. Avant de vous demander de nous citer quels sont ces projets, les classer, c'était des projets issus de marchés gré à gré ou appel d'offres, on voudrait savoir, dans tout ceci, qu'est-ce que le gouvernement provincial gagne derrière des marchés comme ça? Lorsque l'État lance ces marchés, la finalité, c'est pouvoir avoir son œuvre, non? Vous voulez faire construire un bâtiment, la finalité que vous ayez de vos bâtiments avec toutes les normes, un bon bâtiment. L'État ne fait pas du commerce à travers, en lançant un marché. Donc, qu'est-ce que l'État gagne? C'est ce qu'on a suivi le communicateur de la province. Toutes ces infrastructures que vous voyez, c'est issu d'un marché donné. Et aujourd'hui, si vous avez les routes, si vous avez les bâtiments, j'ai vu on a parlé du stade, cela est issu du marché. Pour cela, il faut toujours bien faire le marché et il faut tomber des bonnes entreprises qui font de bons marchés. Pour éviter les représailles, les conséquences. Alors, citez-nous quelques grands projets et dites-nous, par exemple, tel projet, sa réalisation a été issue du marché de gré à gré, appel d'offres. Nous avons la bâtisse de l'Assemblée provinciale, nous avons le stade de Martyrs, nous avons les routes urbaines, les routes de dessert agricole. Citez-nous quelques exemples. Bon, d'abord, je vais faire la part de choses. Il y a certains projets qui relèvent directement du FONER et qui échappent directement à la cellule. Parce que là, le gouvernement central qui met à la disposition, et il y a d'autres procédures. Alors, pour la province, nous avons eu, surtout du côté agriculture, nous avons lancé un certain nombre l'année passée, disons en 2025, des appels d'offres. Il y a des gens qui ont solutionné et il y a eu vraiment un certain nombre d'entreprises qui avaient gagné. Mais la difficulté maintenant, c'était avec la loi des finances. Et c'est ce que nous disons, les paiements n'ont pas suivi. Et aujourd'hui, et c'est ce que nous relevons toujours, lorsque nous lançons des appels d'offres et qu'à la fin de la procédure, les finances qui doivent décaisser ne suivent pas, c'est un problème. Parce que n'oubliez pas, lorsqu'on parle d'appel d'offres, les entreprises qui soumissionnent, ils prennent des garanties bancaires. De ces garanties, parce qu'il y a ce qu'on appelle des garanties de soumission. Et lorsqu'à la fin de la procédure, le marché n'arrive à terme et que le marché n'est pas payé, et ça c'est le grand problème que nous, la plupart, jusqu'à aujourd'hui, ils courent devant le paiement, n'est pas encore établi. Bon, le gouverneur avait échangé avec le VPM du budget, et ça c'est en cours. Alors, les autres marchés, le marché de gré à gré, qui était un peu spécifique par rapport à la province, n'oubliez pas que ces marchés avaient une opportunité, c'était par rapport au crédit dont on parlait. Et dans cette ligne de crédit, en dehors du fait que l'Assemblée qui a été motivée, dont vous avez suivi, pour les engins, ça c'était avec l'agence de travaux publics qui avait fait un état des besoins assez pertinent. Et donc, ça coûtait extrêmement cher à l'ATP de pouvoir continuer à louer des engins. Et il fallait mettre des engins à la disposition de la province, dont un certain nombre. Et le stade, par contre, le stade, au départ, c'était un marché qui était un appel d'offres avec Zengwe au départ. Mais comme il y a eu infructuosité, comme dit la loi, et c'était passé à une entente directe avec Mango et Sodimas. Bon, ça c'est le gouvernement provincial a trouvé ce dossier. Et Dieu merci, en récupérant les dossiers, je crois que d'ici là, ces marchés seront à terme. Donc voilà un peu. Mais sinon, on pourra même après établir calmement une liste sur tout ça que vous prenez. C'est plus, je préfère qu'on comprenne un peu l'esprit, la manière dont nous évoluons. Parce que la commande publique est très... lorsque vous voulez accéder à la commande publique, vraiment,
il faut faire un effort de respecter la procédure. Et là, c'est au niveau des marchés publics et plus loin, même au niveau des décaissements. C'est pas, vous voyez, lorsqu'il y a contrôle, ce n'est pas seulement au niveau des marchés publics, il y a aussi au niveau du ministère des Finances pour voir un peu comment est-ce que les décaissements sont faits. Parce que c'est un domaine assez complexe, les marchés publics. C'est par là qu'on a vu dernièrement l'IGF venir contrôler et de fond en comble. Donc l'IGF est venu, la Cour de compte, et je crois que nous avons même une mission de l'IGF au Congo central, et les gens disent, je crois que c'est la province qui a été la plus visitée. Et l'IGF a même passé ici presque 1 an, mais c'était une mission d'encadrement. Mission d'encadrement. Exact. Voilà, puisqu'on parle passation de marché, projet, passation de marché, il y a une figure emblématique de la province du Congo central, c'est le feu gouverneur Jacques Mbadou. En fait, les précurseurs de plusieurs grands projets. On parle aujourd'hui de Stade Lumumba. Il y a eu quelqu'un qui a commencé, qui a donné la vision, et d'autres grands projets à travers la province. Jacques Mbadou, aujourd'hui, ça fait 8 ans depuis qu'il est dans l'au-delà. Mais c'est une personnalité qui a laissé des traces. Et il y a quelqu'un qu'il admirait beaucoup, c'est Éric Luamba. Et je crois qu'il faille faire quand même une pointe sur sa commémoration. Éric Luamba, vous avez connu personnellement Jacques Mbadou, lourd, appelé affectueusement lourd par la population. Qui était Jacques Mbadou? Pour votre information, la cellule de notre cellule de projet est née à l'époque de Jacques Mbadou. Donc le premier arrêté de la cellule effectué en 2013, c'était à l'époque du gouverneur Jacques Mbadou. Et je me rappelle pour la petite histoire, il s'est retrouvé avec l'ancien gouverneur de Kinshasa, de son époque. Oui, André Kimbuta. Et ils échangeaient comme ça. Et alors André Kimbuta qui disait, ben Jacques, on a la monnaie pour Mbongo et Outakin. Ils ont un tout salaire à cellule. Et donc, nous sommes donc en 2013. Et pourquoi? En fait, on avait eu la visite de Matata Mpogno, qui était Premier ministre. On devait lancer le tour cycliste. Et c'est là où l'idée est venue. Il a eu l'idée de pouvoir reprendre les travaux du stade Lumumba. Et c'était le premier travail que nous avons effectué. Il y avait un appel d'offres ouvert. C'était vraiment un appel d'offres international. Et Zengo, à l'époque, qui avait gagné ce marché. Et comme je vous dis, malheureusement pour nous, la procédure qui était jusqu'à terme, Kinshasa n'avait jamais payé l'argent. Et donc, en tant que gouverneur, et ça m'a beaucoup marqué, il s'est dit, il faut que je trouve d'autres solutions. Et c'était un grand... Comme il avait à l'époque un bureau d'études avant d'être gouverneur, c'est quelqu'un qui était fort aussi en montage de projets. Et c'est dans ce sens-là qu'il a réfléchi et la province a commencé à financer petit à petit. Donc nous gardons un bon souvenir, un travailleur, c'est un gouverneur qui avait un grand cœur et qui aimait sa province. Et il nous a légué, et lui voyait tout en grand. Et même quand on écrivait petit, il disait, les gens qui écrivent petit sont des égoïstes. Il faut écrire en grand. Nous avons eu la grâce d'être avec lui 2 jours avant sa mort. Et il disait toujours, le plus important, c'est de faire le bien. Et il dit que ça paye toujours. Et donc, nous remercions beaucoup. Nous avons beaucoup appris de lui. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment une école, l'école Mbadou. Et comment il est arrivé à vous coucher une vision? C'était quoi son inspiration, Jacques Mbadou? D'abord, j'avais remarqué Jacques Mbadou, c'était quelqu'un qui écoutait. Et vous savez que nous, à l'époque, nous participions même dans le conseil des ministres. Donc, il avait comme stratégie, les exposés se passent, il note, il se retire,
Et à l'issue des idées, comme on dit, jaillisse la lumière, et il mettait à la disposition, on échangeait. Et c'est quelqu'un qui, déjà dès le départ, quand on voyait son programme ambitieux, c'est quelqu'un qui avait une grande vision pour la province. Malheureusement, il faut quand même le dire, et cela continue jusqu'à aujourd'hui, ce sont ces guerres interminables entre nos frères Nékongo qui l'a beaucoup dérangé. Et je crois même, si aujourd'hui il a payé de sa vie, c'est parce que il était vraiment très choqué par certaines pratiques et donc connues par rapport au conflit national numéro 1. Et je crois que aujourd'hui, ces conflits continuent, des guerres interminables. Et bon, nous prions vraiment le Seigneur que nous puissions nous mettre ensemble en tant que fils Nékongo pour le développement de la province. Oui, ça lui a coûté cher. Sa volonté de pouvoir transformer la province du Congo central avec une grande vision, avec nos ressources, le péage, la route nationale numéro 1. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans sa gouvernance? On lui reprochait d'être trop impulsif, trop percutant. Vous qui étiez à ses côtés, c'était vrai. Bon, il faut dire que nous avons eu la grâce de travailler avec plusieurs gouverneurs. Chaque gouverneur avait sa spécificité. Et j'avoue, et vous avez raison, je crois que s'il m'est donné à faire un reproche au gouverneur, je crois qu'il était trop direct. Et je crois qu'en politique, c'est ce qu'on nous dit, il y a des fois, il faut un peu de retenue. J'ai même assisté une fois, et je dois le dire aujourd'hui, Zoé, que vous connaissez, qui posait un problème, et c'était comme si il imposait, mais la réponse était fracassante. Et on se disait, il y a des fois, on disait, mais Excellence, je crois qu'il faut, non, il faut être clair quand vous posez un problème. Donc, c'est cette tactique-là, je crois qu'il n'avait pas parfois la retenue dans ses convictions. Et il était mal compris, malheureusement. Alors, c'était quelqu'un qui incarnait également l'idéal de Nékongo. Parlez-nous-en. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il voulait revaloriser dans cette thématique Nékongo? En fait, dans tout ce qu'il faisait, son objectif c'était de rassembler le même fils et fille du Congo central. Vous allez voir, il était très présent, même dans toutes les grandes manifestations, activités, que ce soit spirituelles, que ce soit culturelles, il était très présent, que ce soit les églises, et c'était quelqu'un de très généreux, et c'est pas pour rien qu'on l'appelait lourd, parce que lui, on disait d'ailleurs, lui, quand il mettait sa main droite dans sa poche, c'était terrible. Donc voilà un peu, et moi j'ai vécu ça. Il y a des fois quand on travaillait, parce que le route de Boma, ça c'est vraiment l'œuvre de Mbadou, la ville de Boma transformée. Et un jour, il y a une maman qui venait féliciter. Alors il a fait ça, mais c'était des billets, mais la maman s'est réveillée à l'hôpital par émotion. Donc c'est dire que non, c'était quelqu'un de généreux. Et son problème, c'était plus rassembler les fils et filles. Mais on ne dit pas, il n'était pas parfait, il y avait aussi de petits problèmes. Dans sa gestion au quotidien, on nous apprend, enfin nous savons qu'à son époque, l'IGF n'était pas très active. À cette époque, il avait la liberté de pouvoir gérer comme il veut. C'était aussi l'une des reproches. Il gérait, pour dire en termes vulgaires, sans calcul. Bon, aujourd'hui, les gens s'empressent pour juger, mais je crois que les résultats sont là, c'est qu'il a fait. Maintenant, demander à son directeur des marchés publics de pouvoir juger la gestion, ça c'est trop me demander. Oui, il n'était pas parfait. On reprochait par exemple que bon, par rapport, il était très lié à son directeur de cabinet, mais je crois qu'il faut avoir un précaré sûr pour pouvoir avancer. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais sinon,
nous retenons des positifs. Il a été un bon gouverneur. Il est parti, il a laissé quel héritage pour terminer? Ben, mais tout ce que nous faisons aujourd'hui, tous ces projets qu'il a laissés, je crois que ce n'est même pas à commenter. Mais je crois, moi, le plus grand héritage qu'on peut retenir de quelqu'un qui est parti, c'est cette idée de nous mettre ensemble. Et il a beaucoup insisté sur cela, que le plus important d'abord, nous mettre ensemble. Parce que lorsque nous sommes ensemble, nous sommes forts. Et voilà pourquoi, en tant que Nekongo, aujourd'hui, nous souhaitons vraiment que son corps soit un jour rapatrié à Boma. Et je crois que c'est là où sera sa demeure éternelle. C'est le souhait le plus ardent de tous les Congos de pouvoir revivre ce moment, le dernier hommage mérité de ce grand-fils de la province, Jacques Mbadou Sitou, d'heureuse mémoire. Voilà. Je crois que vous avez compris brièvement ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, les rouages bien sûr de cette question de gestion de projet, passation de marché dans la province du Congo central. Aujourd'hui, je crois que c'est les débuts. C'est une brèche qui s'ouvre. Prochainement, nous aurons encore un peu plus de détails en appui avec le ministre des tutelles, le ministre des infrastructures, avec tous les ministres, la santé, voilà. Ministre de l'éducation. Puisque dans tous ces ministères, il y a des... Donc, tout ça, ce sont le projet de ministres. Mais il faut quand même avouer que c'est un problème de trésorerie. Un problème. On ne peut lancer que des marchés. Donc, nous devons faire un effort de continuer à mobiliser. Les recettes. Voilà. Donc, quand la province a l'argent, les projets également vont se réaliser. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce magazine Point d'actu. Je recevais dans ce numéro Monsieur Eric Lubamba, qui est le responsable de cette cellule provinciale de gestion de projet et de passation de marché du Congo central. À très bientôt pour un autre numéro.